7 mots ont suffi pour faire basculer le destin d'un quartier entier de Paris. Le 12 mars 1881, dans une ruelle sombre du 11e arrondissement, un enfant jusque-là muet ouvrit la bouche pour la première fois de sa vie. Ce n'était pas pour appeler sa mère, ce n'était pas pour demander de l'eau, ni pour pleurer, non. Ses premiers mots furent une accusation, une phrase glaciale qui résonne encore dans les archives judiciaires françaises. Elle cache 7 cadavres dans notre maison. Imaginez la scène. Un matin gris, humide, où la Seine déborde presque de ses quais, charriant les odeurs de charbon et de déchets. Des agents municipaux pénètrent dans une maison insalubre de la rue Popincourt, un de ces immeubles étroits construits à la hâte pour loger les ouvriers et les immigrés. L'air est lourd de moisissure, les escaliers grincent, les murs sointent l'humidité. Et au milieu de ce décor de misère, un garçon de 7 ans, maigre, au visage pâle, lève le doigt vers sa mère et lâche ces mots terribles. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Les 3 inspecteurs présents échangèrent un regard. Les voisins massés dans le couloir retinrent leur souffle. La mère, une femme d'une trentaine d'années au regard durci par la survie, blêmit. Et c'est ainsi que commença l'affaire la plus troublante du Paris de la fin du XIXe siècle. Paris, 1881. Un monde de contrastes. Pour comprendre ce drame, il faut imaginer Paris à cette époque. Les grands boulevards tracés par Haussmann brillaient de lumière, de cafés élégants, de vitrines luxueuses. Mais à quelques rues de là, dans les faubourgs, s'entassaient des milliers d'âmes venues de toute l'Europe. Italiens, Irlandais, Belges, Polonais, Espagnols. Ils fuyaient à misère pour trouver du travail dans les usines, sur les chantiers ou comme journaliers dans les halles. Les logements, des taudis, des immeubles étroits où s'entassaient 4, parfois 5 familles par étage. Les caves servaient de dortoirs, les cours intérieures résonnaient de cris d'enfants, de disputes, de bruits de casseroles. L'odeur, un mélange de soupe, de charbon, de linge mouillé et d'égouts à ciel ouvert. C'est dans ce décor qu'apparaît Marguerite O'Connor, une immigrée d'origine irlandaise. Elle avait quitté Cork 3 ans plus tôt avec son fils unique, Seamus. Son mari était mort sur le bateau, emporté par la fièvre typhoïde. Elle, seule, avait dû apprendre à survivre dans un Paris hostile, où les étrangers étaient tolérés uniquement tant qu'ils travaillaient dur et ne faisaient pas de vagues. Un enfant qui ne parlait pas. Seamus était un enfant étrange, disent les voisins. Il n'avait jamais prononcé un mot depuis la mort de son père. Pas un cri, pas un rire. Ses grands yeux sombres observaient tout, enregistrant chaque détail, comme s'il voyait plus qu'il ne laissait paraître. Certains pensaient qu'il était sourd, d'autres disaient qu'il avait reçu la marque du malheur. Mais Marguerite, sa mère, l'entourait d'une protection féroce. Elle expliquait qu'il était simplement fragile, qu'il avait été trop marqué par le voyage et la mort de son père. Les voisins, habitués à la misère et aux tragédies, ne posaient pas trop de questions. Pourtant, ceux qui vivaient sous le même toit remarquaient autre chose. L'enfant se déplaçait sans bruit, apparaissait et disparaissait comme un fantôme. On le surprenait parfois à fixer longuement les pensionnaires du regard, comme s'il calculait quelque chose en silence. Une maison qui avalait ses locataires. Car oui, Marguerite n'était pas seulement une veuve. Elle était aussi la gérante d'une maison meublée. Avec un bail obtenu à bas prix, trait d'un propriétaire absent, elle avait transformé chaque pièce en dortoir. 4 lits par chambre, un matelas de paille dans la cave pour les plus désespérés. Les hommes seuls, fraîchement débarqués, trouvaient là un toit pour quelques francs par semaine. Mais un détail troublant commença à circuler dans le quartier. Ceux qui entraient dans cette maison en ressortaient rarement. Un Italien, un Allemand, 2 Bretons, tous morts de maladie, disait-on. Toujours trop faibles, déjà condamnés. Marguerite s'occupait de tout. Veiller les mourants, prévenir la paroisse, organiser les funérailles. On la décrivait comme une femme courageuse, presque sainte, qui prenait soin de ceux que la société rejetait. Mais certains commençaient à murmurer que les morts étaient un peu trop nombreux. L'inspection de routine. C'est dans ce contexte que 3 agents de la ville de Paris franchirent le seuil de la maison ce 12 mars 1881. À l'époque, les autorités tentaient d'améliorer les conditions sanitaires des quartiers populaires, espérant limiter les épidémies de choléra et de tuberculose. Les inspections se concentraient sur la ventilation, l'état des caves, la salubrité de l'eau.
Les agents parcouraient les pièces, notaient les fessures, mesuraient la hauteur des plafonds. Marguerite, préparée, leur montrait ses registres impeccablement tenus. Tout semblait en ordre, jusqu'à ce que l'un d'eux remarque une odeur, subtile mais persistante. Pas seulement l'humidité, pas seulement le charbon, une autre senteur, plus âcre, plus lourde, une odeur que les médecins de l'époque connaissaient trop bien, celle de la mort dissimulée. Et l'enfant parla. C'est à ce moment précis que Shemus apparut. Il s'était glissé au sommet de l'escalier, observant la scène avec une intensité troublante. Les agents le remarquèrent, ce petit garçon immobile, qui les fixait sans cligner les yeux. Marguerite, nerveuse, tenta de le repousser d'un geste, mais l'enfant ne bougea pas. Ses lèvres tremblaient une seconde. Puis, d'une voix claire, forte, il prononça ses premiers mots. « Elle cache 7 cadavres dans notre maison !» Le silence tomba comme une chape de plomb. Les inspecteurs restèrent pétrifiés. Les voisins, massés dans le couloir, ouvrirent de grands yeux. Marguerite, blêmie, recula un pas, chercha ses mots, mais rien ne sortit. Ce fut la fin de son secret. Et ce n'était que le début, car ce que l'on découvrit ensuite dans les entrailles de cette maison dépassait tout ce que Paris croyait connaître de la misère et de la folie humaine. Lorsque les premiers mots de Shemus s'éteignirent dans le silence de la maison, une chape de plomb sembla tomber sur tout le quartier. Mais pour comprendre ce que l'enfant venait de révéler, il faut revenir en arrière, dans les ombres de cette demeure, et dans la vie de celle que l'on appelait simplement la veuve O'Connor. Une femme transformée par la survie. Marguerite O'Connor n'était pas née criminelle. En Irlande, on se souvenait encore d'elle comme d'une femme douce, chantant des berceuses, et aidant les voisines à mettre leurs enfants au monde. Mais la traversée vers la France l'avait brisée. Son mari, Patrick, emporté par la fièvre sur le bateau, avait été jeté à la mer sans cérémonie. Elle, seule avec son enfant muet, avait foulé le sol de Cherbourg, avant de gagner Paris, le cœur rempli de promesses impossibles à tenir. La capitale française ne lui offrit ni accueil ni pitié. Les portes se fermaient aux immigrés. Les Irlandais n'avaient pas meilleure réputation que les Italiens ou les Polonais. Pauvres, sales, trop nombreux. Marguerite comprit vite qu'elle devrait s'endurcir. L'ombre de la misère l'accompagnait partout, et chaque jour était une bataille pour nourrir son fils. La maison de la rue Popincourt, quand elle mit la main sur l'immeuble du 27 rue Popincourt, ce fut presque un miracle. Un propriétaire absent, un bâtiment en ruine, mais une opportunité. Transformer chaque pièce en dortoir pour ouvriers. Elle connaissait la recette. 4 lits par chambre, des loyers exigés à l'avance, pas de questions sur le passé des pensionnaires. Le quartier, déjà saturé d'odeurs de charbon, de linge humide et de ragoûts mal réchauffés, vit rapidement apparaître un nouveau flot d'hommes seuls, prêts à payer quelques francs pour un toit. Ils venaient de toutes les régions, Bretagne, Alsace, Piémont, Silésie. Des hommes brisés, porteurs d'un accent étranger, d'une promesse d'Amérique avortée ou d'une promesse de fortune jamais tenue. Marguerite savait qu'ils étaient parfaits pour son commerce, car lorsqu'ils disparaissaient, peu de gens posaient de questions. Le premier mort. Le premier décès eut lieu en novembre 1879. Un Irlandais, comme elle, nommé Paddy Flanagan. Un paysan robuste, mais malade dès son arrivée. Il s'était installé dans la cave, incapable de gravir les escaliers, toussant et suant. Pourtant, il gardait sur lui un petit trésor, une bourse de pièces d'or, fruit de la vente de son bétail, destinée à acheter des terres dans l'Oise. Marguerite s'en occupa personnellement. Elle lui apportait de la soupe, des décoctions venues d'Irlande. Les autres pensionnaires la louaient pour sa générosité. Flanagan parlait même de recommander la maison à d'autres compatriotes. Mais une nuit, après avoir bu une tisane préparée par la veuve, il fut pris de convulsions. On pensa à une recuse, à une fièvre qui revenait. Marguerite s'agenouilla à ses côtés, priant en gaélique, donnant sa main jusqu'à son dernier souffle. Aux yeux de tous, elle ressemblait à une sainte. Seul un témoin silencieux voyait autre chose. Son fils, Shemus, caché dans l'escalier. Il observa, sans bruit. Les doigts de sa mère glissaient dans la poche du mourignan et refermés sur la bourse de cuir. Que fit-elle du corps ? La plupart crurent qu'elle l'avait fait enterrer au cimetière de Montparnasse, comme elle l'affirma. Mais la vérité se cachait derrière un mur humide de la cave. Car la maison possédait un réduit oublié, vestige d'une ancienne boucherie. Une pièce sans fenêtre, fermée par une porte dissimulée derrière le poêle à charbon.
Marguerite avait découvert cet endroit par hasard, et elle comprit aussitôt son utilité. Elle y transporta le corps de Flanagan, enveloppé dans un drap, recouvert de chaux vive. L'odeur de mort fut étouffée, remplacée par celle plus neutre du produit chimique. Personne ne soupçonna rien. Le lendemain, elle annonça avec un visage attristé que le pauvre Irlandais avait succombé à la fièvre. Elle dit avoir réglé les obsèques. On la remercia, on la bénit. Et le cycle commença. Les morts qui s'enchaînent. En janvier 1880, ce fut un Allemand, Klaus Weber, horloger de Francfort, qui toussait depuis des mois. Puis au printemps, un charpentier bavarois, Heinrich Müller, porteur de pièces d'or cachées dans ses vêtements. Tous succombèrent aux mêmes symptômes, toujours veillés par Marguerite, toujours emportés par des symptômes violents, toujours enterrés sans témoin. Les voisins commençaient à murmurer « trop de morts, trop vite ». Mais la pauvreté rend les gens aveugles. On préférait croire à la malchance, à l'air vicié des caves, à la tuberculose. Et Shemus, lui, observait. Ses yeux fixaient chaque geste de sa mère. Il voyait les poudres blanches qu'elle cachait dans une boîte sous son lit. Il voyait les fioles. Il voyait les mains tremblantes des mourants qui serraient les siennes en suppliant. Il ne disait rien. Il ne disait jamais rien. La transformation de Marguerite. À force de manipuler la mort, Marguerite changea. Celle qui avait quitté Cork avec des larmes et des prières devint une femme froide, calculatrice. Elle parlait un français presque parfait, masquant son accent. Elle s'habillait proprement, malgré la pauvreté, pour inspirer confiance. Elle avait une logique implacable. Ces hommes sont déjà condamnés. Moi, je prends leur argent pour nourrir mon fils et envoyer quelques pièces à ma famille restée en Irlande. Leur fin devient notre survie. Ce raisonnement, elle finit par y croire dur comme fer. Mais dans les yeux de son fils, cette justification sonnait autrement. C'était le langage d'un monstre. Les ombres de la maison. Les habitants du 27 rue Popincourt parlaient de plus en plus de la maison comme d'un lieu maudit. Certains changeaient de logement dès qu'ils le pouvaient. D'autres préféraient se taire. Car il y avait aussi la peur. Marguerite connaissait tout le monde, observait tout, notait les dettes, les habitudes. Shemus, lui, devenait l'ombre des ombres. Il s'était créé des cachettes partout, sous les escaliers, derrière les murs creux, dans les recoins du grenier. Il connaissait les passages secrets de la maison mieux que quiconque. Et de ses yeux d'enfant, il voyait la vérité que personne ne voulait affronter. Les habitants du quartier n'auraient jamais pu imaginer à quel point la maison de la rue Popincourt était devenue une véritable tombe silencieuse. Car derrière les murs humides, dans la pièce scellée par la chaux vive, s'entassaient peu à peu les corps de ceux qu'on appelait pudiquement les disparus. L'Italien trop confiant. Parmi eux se trouvait Antonio Benedetti, tailleur de pierre venu de Gênes. Contrairement aux autres pensionnaires, Benedetti n'était pas malade. Au contraire, il respirait la santé, travaillait dur et riait fort. Mais il avait un défaut dangereux dans ce quartier. Il montrait son argent. 100 francs soigneusement cachés dans plusieurs poches, fruit de la vente d'un petit vignoble familial avant son départ. Il se méfiait au début de Marguerite, refusant ses remèdes, préférant acheter son pain et son vin chez un compatriote. Mais un soir, après une indigestion violente, il céda. Marguerite lui apporta sa fameuse tisane de renfort. Il but, reconnaissant. Quelques heures plus tard, il convulsait, les yeux exorbités, les lèvres gonflées. Les autres pensionnaires virent en elle une figure maternelle, penchée sur le lit, priant pour le salut du pauvre Italien. Seul Shemus, tapi dans l'ombre, savait que cette prière n'était qu'un voile. Le lendemain, Benedetti avait disparu. Marguerite annonça qu'il avait été enterré discrètement pour respecter sa foi. Le charnier invisible. À chaque disparition, le même rituel. Les draps, la chaux vive, la porte dissimulée derrière le poêle. Les corps étaient alignés avec une précision macabre. Chacun avait encore ses objets personnels. Une montre, une lettre, un foulard. Shemus, qui observait en silence, connaissait l'inventaire mieux que quiconque. La cave devint son enfer. L'enfant évitait cet endroit, mais son esprit y retournait sans cesse. La nuit, il rêvait des visages tordus de douleur, des yeux suppliants qui semblaient le fixer à travers les murs.
Il se réveillait en sueur, mais sans un cri, incapable de briser le silence qui l'enfermait. Les rumeurs du quartier. Pour les voisins, la maison attirait trop de malchance. On murmurait que les hommes seuls n'y survivaient jamais. Certains affirmaient avoir vu des silhouettes transporter des corps la nuit. D'autres disaient simplement que l'air y était mauvais. Un Écossais, Thomas Mackenzie, ouvrier tailleur de pierre, notait que 7 hommes étaient morts en moins d'1 an. « Trop !» disait-il à qui voulait l'entendre. Mais on riait de lui. On le traitait de buveur, de paranoïaque. Marguerite, habile, répandait des rumeurs sur son compte, qu'il détestait les Irlandais, qu'il inventait des histoires. Ainsi, la vérité fut étouffée par le mépris et la peur. L'enfant et ses cachettes. Séamus, lui, se faisait invisible. Il connaissait les interstices du bâtiment, les faux murs, les passages oubliés. De ses cachettes, il observait tout. Les fioles, les poudres, les regards avides de sa mère lorsqu'elle comptait l'argent volé. Il avait inventé ses propres catégories. Les hommes sûrs, trop pauvres pour intéresser sa mère, et les hommes dangereux, ceux qui possédaient un peu d'argent et qui tôt ou tard buvaient la tisane fatale. Sa logique d'enfant devenait une grille d'analyse. Il prévoyait presque le prochain décès. Et pourtant, il se taisait, incapable de mettre des mots sur l'horreur. Les signes de trop. L'automne 1880 marqua un tournant. 2 morts en moins de 15 jours. Un Écossais, robuste, James Crawford, et un Suédois, méfiant, Eric Lindqvist. Leur disparition frappait les esprits. Comment ces hommes solides avaient-ils pu mourir si vite ? Mackenzie s'indigna. « Ce n'est pas la maladie, c'est autre chose. » Mais sa voix resta isolée. Marguerite, toujours impeccable, montrait ses registres aux curieux. Tout était noté avec soin, les dates, les causes présumées, les contacts religieux. Et puis, elle savait parler. Elle se présentait comme une veuve courageuse, protectrice des immigrés. Elle répétait que la misère tue plus sûrement que les armes. Beaucoup voulaient la croire, parce que douter signifiait affronter une vérité trop dérangeante. La peur des inspecteurs. Mais bientôt, la ville de Paris décida de renforcer ses contrôles sanitaires. Les caves allaient être examinées, les pièces mesurées, les registres vérifiés. Marguerite sentit la menace approcher. Son charnier secret ne supporterait pas une inspection sérieuse. Elle envisageait de déplacer les corps. Où ? Comment ? Les brûler dans le poêle ? Trop risqué. Les jeter dans la Seine ? Impossible sans attirer l'attention. Chaque scénario semblait voué à l'échec. Séamus observait sa mère planifier, peser ses options. L'enfant comprenait de mieux en mieux, mais son mutisme restait une barrière infranchissable. Le piège se refermait. Encore un disparu, et la maison de la rue Popincourt deviendrait impossible à défendre. Mais Marguerite n'avait pas l'intention de s'arrêter, car le plus gros butin de sa carrière allait bientôt franchir sa porte. On dit souvent que le silence d'un enfant est plus lourd que les cris d'un adulte. Celui de Séamus O'Connor était devenu une présence, une ombre qui planait sur toute la maison de la rue Popincourt. Mais, derrière ses lèvres closes, son esprit travaillait sans relâche. Un témoin muet. Depuis la mort de son père, Séamus n'avait jamais parlé. Pas un mot, pas une plainte. Certains voisins disaient qu'il était sourd et muet, d'autres qu'il avait perdu la raison en voyant son père mourir. Mais tous s'accordaient. Il était étrange. Pourtant, derrière ce silence se cachait une mémoire d'acier. Chaque nuit, chaque mort, chaque geste de sa mère, Séamus l'avait gravé dans son esprit. Les visages des victimes, les bourses volées, la poudre blanche dans la boîte en fer-blanc sous le lit, tout était enregistré avec une précision glaçante. Il observait comme un chat dans la pénombre, surgissant là où on ne l'attendait pas. Les pensionnaires se sentaient mal à l'aise sous son regard fixe, mais n'osaient rien dire, car qui oserait reprocher à une veuve de protéger son fils fragile ? Les premiers signes.
À force de vivre entouré de morts, l'enfant développa des manies étranges. Il passait des heures à aligner des cailloux, à répéter des gestes mécaniques, à vérifier 3 fois les verrous des portes. On le surprenait parfois à fixer un mur nu, comme s'il voyait à travers. Un médecin allemand, le docteur Kellermann, venu soigner un pensionnaire, nota un jour « Cet enfant est marqué par un traumatisme profond. Son silence n'est pas une faiblesse, c'est une prison, mais il voit tout. Ses yeux disent plus que ses lèvres ne diront jamais. » Marguerite refusa toute aide. Elle disait que son fils était simplement timide, qu'il parlerait quand Dieu le déciderait. Mais au fond, elle savait que si un médecin fouillait trop, il finirait par poser les mauvaises questions. Les murs qui parlent. Shemus connaissait chaque recoin de la maison. Il avait découvert des passages oubliés, des planches branlantes, des espaces creux derrière les murs. Ces cachettes étaient son royaume. De là, il voyait sans être vu. Il avait même appris à suivre sa mère la nuit. Il observait ses allers-retours vers le réduit secret, la chaux qu'elle répandait, les draps qu'elle changeait. Ses yeux d'enfant, grands ouverts, absorbaient tout. Mais ce savoir était un fardeau. Il portait 7 morts dans sa mémoire, 7 visages qui hantaient ses rêves. Et pourtant, il se taisait. Le voisin qui doutait. Seul Thomas Mackenzie persistait à parler. Il tenait des notes, comparait avec d'autres immeubles. Ici, 7 morts, là, un seul. Cherchait l'erreur. Mais personne ne voulait écouter. Marguerite avait déjà détruit sa réputation, le faisant passer pour un alcoolique paranoïaque. Pourtant, ses paroles atteignirent parfois les oreilles de Shemus. L'enfant sentait que cet homme approchait de la vérité, mais il n'avait pas les mots pour confirmer. Son mutisme le liait, comme une chaîne immensible. La peur de Marguerite. Marguerite, de son côté, commençait à sentir la menace. Elle remarquait les regards de son fils, trop attentifs, trop lourds. Il savait, elle en était certaine. Mais que pouvait-il faire? Il n'avait parlé depuis des années. Et puis, elle répétait son mantra. « Tout cela, je le fais pour lui. » Mais plus elle le disait, plus la voix intérieure du doute se faisait entendre. Son fils la jugeait en silence. Ses yeux noirs étaient devenus un miroir de sa propre culpabilité. Le poids du silence, les nuits devinrent insupportables. Shemus se réveillait en sursaut, revoyant les convulsions des mourants. Il posait les mains sur sa gorge comme pour étouffer un cri qui refusait de sortir, mais aucun son ne franchissait ses lèvres. Il s'était construit un monde intérieur, une sorte de théâtre où les morts parlaient, où il leur répondait en silence. Dans ce monde, il hurlait. Dans la réalité, il n'était qu'un spectre muet. Le prochain accueillerait. C'est alors qu'arriva Michael Donovan, un fermier irlandais robuste, porteur d'une fortune de 150 francs. L'homme était méfiant, mais il finit par tomber malade comme les autres. Marguerite sentit l'occasion d'un dernier grand coup. Mais ce que la veuve ignorait, c'est que ce meurtre-là ne passerait pas en aperçu. Car Shemus, tapi derrière un mur, assista cette fois à toute la scène. Chaque geste, chaque goutte du poison, chaque convulsion. Ce fut l'instant où son silence commença à se frisserer. Le 12 mars 1881, Paris s'éveilla sous un ciel bas et gris. Le vent glacé s'engouffrait dans les ruelles étroites du 11e arrondissement, charriant l'odeur des cheminées et des égouts à ciel ouvert. Ce matin-là, 3 inspecteurs municipaux se présentèrent au 27 rue Popincourt. Leur mission ? Une inspection sanitaire de routine. Ce qu'ils allaient découvrir dépassait tout ce que la capitale croyait possible. 3 inspecteurs, une mission banale. Il s'appelait docteur Jules Hayet, médecin hygiéniste, inspectrice Marguerite Vasseur, spécialiste des logements insalubres, et Clément Roussel, jeune clerc, chargé des relevés officiels. En franchissant le seuil de la maison, ils s'attendaient à trouver la même misère que partout ailleurs. Murs humides, caves bondées, latrines bouchées. Rien de plus.
Marguerite O'Connor les accueillit avec un sourire calculé. Elle avait passé la semaine à nettoyer, à blanchir les draps visibles, à ranger ses registres. Tout devait sembler en ordre. Son français, sans accent, donnait d'elle l'image d'une logeuse ou sciencieuse. Les premiers soupçons. La visite débuta comme prévu. On mesurait les pièces, on comptait les pensionnaires, on notait les fuites. Tout semblait correct, bien que surpeuplé. Mais en descendant vers la cave, le docteur Hayet fronça le nez. « Il y a ici une odeur singulière, dit-il. Une senteur âcre, chimique, qui rappelait au médecin l'odeur des amphithéâtres d'anatomie. » Marguerite expliqua aussitôt. « De la chaux, pour l'humidité. Très courant, messieurs. » L'explication était plausible, mais le doute s'était insinué. Le garçon dans l'escalier. C'est alors que Shemus apparut. Petit, maigre, les yeux noirs grands ouverts, il se tenait immobile au sommet de l'escalier, fixant les inspecteurs. Sa mère eut un mouvement brusque. « Remonte, mon fils !» Mais l'enfant ne bougea pas. Les inspecteurs remarquèrent son silence étrange, son regard perçant. Et puis, soudain, après 7 années de mutisme absolu, il parla. « Elle cache 7 cadavres dans notre maison. » La phrase résonna comme un coup de tendère. La panique de Marguerite. « Il délire !» s'écria la veuve blême. Elle tentait de l'approcher, mais l'enfant resta figé, continuant à fixer les 3 adultes. Les inspecteurs se figèrent, incrédules. « Qu'as-tu dit ?» demanda doucement l'inspectrice Vasseur. Shemus répéta, plus fort. « Elle met du poison dans le thé. 7 hommes sont morts ici. » Marguerite hurla. « Mensonge! Cet enfant est malade, il n'a jamais parlé !» Mais son agitation, ses mains tremblantes, ses yeux affolés, trahissaient la peur. Le mur qui cache la vérité. Le clerc Roussel, méthodique, reprit ses mesures de la cave. Il constata un écart de près de 4 mètres entre les dimensions extérieures et intérieures. « Il manque une pièce, dit-il. » Le docteur Hayet, déterminé, inspecta le mur derrière le poêle. En frappant légèrement, il entendit un son creux. « Ouvrez !» ordonna-t-il. Marguerite s'interposa. « Il n'y a rien, c'est un mur porteur !» Mais déjà l'inspectrice Vasseur remarquait la fissure, la trace d'une porte dissimulée. En forçant, ils découvrirent un réduit. Et l'odeur cette fois ne laissait aucun doute. Le charnier de la rue Popincourt. La porte céda. Dans la pénombre, 7 corps étaient alignés, enveloppés de draps, saupoudrés de chaux vive. Les traits figés, les yeux révulsés, les mains crispées. À côté d'eux, des petits paquets, bourses, montres, lettres jamais envoyées. Un silence de mort s'abattit. Le docteur Hayet, pourtant habitué aux cadavres, dut détourner le regard. L'inspectrice Vasseur porta la main à sa bouche. Le clerc Roussel, tremblant, nota mécaniquement « 7 corps retrouvés ». Alors, Shemus parla de nouveau. Sa voix était calme, posée, presque adulte. Il énuméra les noms. Paddy Flanagan, Klaus Feber, Heinrich Müller, Antonio Benedetti, James Crawford, Eric Lindfist, Michael Donovan. Il racontait comment sa mère leur donnait la tisane, comment ils convulsaient, comment elle récupérait leur argent, comment elle les traînait dans cette pièce la nuit. Chaque détail correspondait aux objets présents, aux cadavres retrouvés. Le masque qui tombe. Marguerite, en larmes, se jeta sur son fils pour le faire taire. « Il ment, il invente, il est fou !» criait-elle. Mais personne ne la croyait plus. Les preuves parlaient. Le silence brisé de l'enfant devenait la pièce maîtresse de l'enquête. L'inspectrice Vasseur fit signe au clerc Roussel. « Prévenez la préfecture, tout de suite. » Le piège venait de se refermer. La Maison des Ombres avait enfin révélé ses secrets. Le 12 mars 1881 restera dans les annales judiciaires de Paris. Ce jour-là, la maison de la rue Popincourt révéla son secret macabre. 7 cadavres, soigneusement dissimulés, furent retrouvés dans la pièce cachée derrière le poêle. Mais ce n'était que le début d'une affaire qui allait passionner la presse, scandaliser la population et marquer durablement la mémoire collective. L'arrestation. Lorsque les agents de la préfecture arrivèrent, Marguerite O'Connor se débattait comme une possédée. « Ce sont des mensonges, ce n'est pas moi, c'est mon fils, il est malade, il ne comprend rien !» criait-elle, enchaînée devant tout le quartier massé dans la rue. Les voisins, stupéfaits, se pressaient aux fenêtres. Certains refusaient d'y croire,
La veuve? Impossible! Elle était si pieuse, si dévouée. D'autres, au contraire, chuchotaient. On le savait. Trop de morts, trop vite. Au milieu de la cohue, Shems observait, impassible. Ses yeux semblaient avoir vieilli de 10 ans en une seule journée. Le procès du siècle. Le procès s'ouvrit en septembre 1881 devant la cour d'assises de la Seine. Jamais on n'avait vu pareille foule dans la salle. Journalistes, curieux, étudiants en droit, tout Paris voulait entendre l'histoire du charnier de Popincourt. L'accusée, Marguerite O'Connor, se présenta vêtue de noir, un crucifix à la main. Elle déclara d'une voix ferme « Oui, j'ai pris soin des mourants. Oui, j'ai accepté leur argent pour financer leurs enterrements. Mais je n'ai jamais tué personne. Ce sont des calomnies. » Son avocat, maître Donnelly, tenta une stratégie audacieuse. Il affirma que Shemus, traumatisé, avait inventé de toutes pièces une histoire pour expliquer les morts naturelles auxquelles il avait assisté. « Peut-on condamner une mère sur la parole d'un enfant qui n'avait jamais parlé auparavant ?» lança-t-il au juré. Mais lorsque Shemus fut appelé à la barre, la salle entière retint son souffle. D'une voix calme, il raconta, dans le moindre détail, les gestes de sa mère. La tisane, la poudre blanche, les convulsions, la porte secrète, la chaux vive. Il cita les noms, décrivit les objets retrouvés auprès des cadavres. Chaque mot correspondait aux preuves matérielles saisies dans la maison. Le docteur Hayet confirma que les symptômes décrits étaient ceux d'un empoisonnement à l'arsenic. Les registres de pharmacie révélèrent que Marguerite avait acheté de petites quantités de poison contre les rats auprès de plusieurs apothicaires. Face à cette avalanche de preuves, la défense s'effondra. Après 3 jours d'audience, le jury délibéra moins de 2 heures. Le verdict tomba. Coupable de 7 assassinats avec préméditation. La peine capitale fut prononcée. Marguerite pâlit, mais ne pleura pas. Ses derniers mots devant la cour résonnèrent comme une justification désespérée. « J'ai fait ce que je devais faire pour que mon fils survive. Si c'est un crime d'aimer son enfant au point de tout sacrifier, alors je l'assume. » Le 14 novembre 1881, à l'aube, la guillotine dressée à la prison de la Roquette mit fin à sa vie. Elle murmura une prière en gaélique avant la chute de la lame. Le destin de Shemus. Après le procès, Shemus fut confié aux sœurs de l'orphelinat à Saint-Joseph, à Ivry. On disait qu'il parlait désormais peu, mais toujours avec précision glaçante. Il étudiait avec acharnement, se passionnant pour les chiffres et le dessin. Ses cahiers étaient remplis de croquis de maisons, d'escaliers, de murs percés de passages secrets. Devenu adulte, il choisit le métier de charpentier. Ironie du destin, lui qui avait grandi dans une maison de mort, consacra sa vie à bâtir des foyers solides, sûrs pour des familles d'ouvriers. Ceux qui le connurent le décrivaient comme un homme discret, droit, incapable du moindre mensonge. Il se maria, eut des enfants, mais ne parla jamais de son passé. Seule sa épouse savait toute la vérité. L'héritage du scandale. L'affaire O'Connor secoua Paris. La presse en fit ses gros titres. La veuve empoisonneuse de Popincourt, le garçon qui brisa le silence. Dans les cafés, on débattait. Comment une mère avait-elle pu commettre de tels crimes? Était-ce la misère, la folie ou les deux? Les autorités, elles, prirent des mesures. On renforça les contrôles dans les maisons meublées. Les registres des pensionnaires furent centralisés à la préfecture. On exigea que chaque décès soit constaté par un médecin et non plus seulement déclaré par les logeurs. Mais dans les faubourgs, une peur persistait. Combien d'autres maisons cachaient-elles des secrets semblables? Une histoire qui hante encore. Aujourd'hui encore, dans certains récits populaires du 11e arrondissement, on murmure que la rue Popincourt fut marquée par « la maison aux 7 cadavres ». Les anciens disaient aux enfants « Si tu mens, le garçon muet viendra te regarder dans ton sommeil ». Bien sûr, ce ne sont que des légendes. Mais une chose est sûre, le silence de Shemus, puis ses premiers mots,
changèrent à jamais le destin d'une rue, d'un quartier et d'une ville.